Bonsoir messieurs, bienvenue pour ce webinaire national consacré au sport de haut niveau et aux entreprises, une ambition partagée pour Paris 2024. Comment contribuer à la réussite des Jeux Olympiques? Vous êtes très nombreux ce soir à nous suivre en visioconférence depuis votre écran, plus de 1000 inscrits, on vous en remercie d'avance. Nous allons donc articuler cette soirée autour de différents temps forts qui concrétisent cette ambition partagée et nous réaliserons pour cela plusieurs tables rondes. Pour réaliser ces tables rondes, nous aurons des invités qui vont nous rejoindre sur le plateau dans quelques instants, venus du monde sportif, qu'ils soient dirigeants ou athlètes, du monde des entreprises, mais également du monde des collectivités locales. Et puis pour pouvoir nous suivre et poser vos questions tout au long de la soirée, vous pourrez le faire à partir du chat de la plateforme. Vous retrouverez les réponses à vos questions dans quelques jours sur le site de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme. Et pour débuter ce webinaire, nous accueillons notre premier invité, Monsieur Marcel Ferrari. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Fédération française d'athlétisme, en charge du développement, président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme. Merci de nous accueillir ce soir sur ce plateau pour partager cette relation entre les athlètes et le monde de l'entreprise dans une année ô combien importante pour le monde sportif, puisqu'une année olympique. Alors Marcel, la première question, comment et pourquoi avoir fait ce webinaire et quels en sont tous les enjeux ? Oui, c'est vrai qu'on est une année olympique, mais c'est même exceptionnel parce que normalement une année impaire, c'est pas une année olympique. Alors c'est vrai que la situation a fait que les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés une année plus tard. Et c'est vrai qu'à quelques semaines de cet enjeu pour nos athlètes, et puis pour la fédération et la Ligue, bien sûr, puisqu'on est tous partie prenante dans la réussite, il était important qu'on prenne un peu la parole, qu'on montre qu'on est là aussi pour accompagner nos athlètes, qu'on est là pour leur apporter toute l'aide suivant nos possibilités, de réunir autour d'eux et de l'athlétisme des partenaires, nos partenaires aussi bien économiques, les entreprises, ou alors les partenaires institutionnels qui nous font vivre tout au long de la vie de l'athlétisme, enfin du sport en général même on peut dire. Alors nous sommes associés avec la fédération, on est une structure de la fédération, mais disons que on a voulu parler à tous les athlètes, leur montrer qu'on était là et aussi montrer aussi qu'on n'est pas seulement là que pour les athlètes de très haut niveau, on a aussi toutes nos missions autour de tous ceux qui pratiquent l'athlétisme, quelle que soit la forme de la pratique, quelle que soit, je dirais, l'ambition de la pratique. Donc tout ça, ça fait partie de notre quotidien, de notre travail régulier au niveau des instances. Et c'est vrai que nous avons imaginé cette soirée pour montrer qu'on a des perspectives, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on était dans une logique, enfin pas très de logique, surtout un peu déprimante de ne pas pouvoir s'exprimer comme on voudrait, comme on a eu l'habitude de le faire. Donc, mais on se projette et on essaye d'imaginer ce que va être ces Jeux Olympiques, puis tout ce qui va suivre, puisque 3 ans plus tard, c'est Paris, où nos athlètes auront l'occasion de s'exprimer à domicile. C'est rare. C'était il y a une centaine d'années, donc la dernière fois pour les Jeux Olympiques d'été. Donc c'est très important, d'où cette soirée qui, espérons-le, va mettre un peu du baume au cœur et va surtout dynamiser tout ça, créer une spirale très positive, de telle manière que nos athlètes pourront s'exprimer au mieux. Et c'est une attitude qui va amener du gagnant-gagnant, aussi bien pour les athlètes que les entreprises qui vont les accompagner. Tout à fait. L'idée, c'est aussi que les entreprises s'associent à cette aventure auprès de la fédération, auprès de la Ligue, auprès des athlètes eux-mêmes et auprès de toute cette famille de l'athlétisme qui vit au rythme des échéances olympiques, mondiales, etc.
Donc voilà, c'est cette idée que la Ligue, en association avec la Fédération française d'athlétisme et la direction technique nationale, nous avons essayé de mettre en avant nos qualités, notre savoir-faire. Merci Marcel. On se retrouve donc, mesdames et messieurs, pour lancer cette première table ronde en accueillant nos premiers invités et débattre des dispositifs fédéraux au service du sport de haut niveau. Donc notre première internaute qui sera en visioconférence ce soir depuis Montgeron où elle nous reçoit. Bonjour Anne Tournier-Lasserve. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous êtes vice-présidente de la Fédération française déléguée au haut niveau, détachée du moins au haut niveau. Anne, comment se compose la politique de la FFA en matière de soutien aux sportifs de haut niveau ? D'autant plus dans ce contexte sanitaire dont l'impact a été le report d'une année des Jeux Olympiques. Alors pour la fédération, c'est un enjeu capital de soutenir ces athlètes de haut niveau. Un athlète, quand il débute pour le loisir, mais au fur et à mesure, il peut très bien aboutir à vouloir faire du haut niveau et arriver à la très haute performance. Donc pendant cette période si particulière, la fédération a continué à soutenir ces athlètes, notamment en souhaitant maintenir tous ceux qui étaient professionnels ou semi-professionnels dans un système qu'on appelle la professionnalisation. Et ils sont un peu plus d'une soixantaine, plus une dizaine d'entraîneurs que la fédération donc soutient pour préparer les Jeux Olympiques 2021, mais aussi, comme le disait Marcel, les Jeux Olympiques de 2024, voire certains qui iront aussi sur plusieurs Olympiades, donc 2028. Plusieurs catégories d'athlètes aidés par la fédération directement dans le cadre de cette professionnalisation, des athlètes qui sont médaillables ou finalistes au grand championnat, ou alors des athlètes qui sont finalistes simplement, d'autres qui sont dans les relais, parce que les relais, c'est très important, le collectif, même si on a un sport individuel, et puis ce qu'on appelle les aspirants pros, les jeunes qui vont devenir au fur et à mesure, qui vont monter en puissance pour ces années qui arrivent. Mais tout ça se fait en lien avec les clubs, avec les ligues, parce qu'on arrive au haut niveau progressivement. Il y a un parcours de l'athlète sur le haut niveau qui est progressif. Donc, en lien avec la DTN, Anne Barrois est parmi vous, elle vous en parlera certainement tout à l'heure, mais en lien avec donc, tous les acteurs aussi, et notamment les entreprises qui sont avec nous, et également, évidemment, avec les aides des partenaires qui sont le ministère ou l'ANS, parce que tout ça est fait en commun. Les athlètes de haut niveau, ils sont sur les listes ministérielles. Il y a une liste ministérielle des listes espoirs qui sont aidées eux aussi par les ligues. Il ne faut pas oublier que les ligues font un très gros travail en lien avec la fédération, mais aussi sur leur territoire pour aider les athlètes de haut niveau et pour aller jusqu'à la très haute performance, comme je vous le disais. Donc, il faut absolument que tout ce monde, ensemble, travaille pour pouvoir aider continuellement les athlètes. Et ce n'est pas uniquement leur donner de l'argent, c'est les aider à avoir un vrai suivi professionnel, c'est-à-dire les aider dans les études, à trouver les bonnes études avec des horaires aménagés, à avoir des entreprises qui acceptent de les prendre et que l'athlète puisse partir en stage pendant une semaine ou deux
sans devoir prendre des congés personnels, etc. Donc, il y a tout un suivi, il y a le suivi médical. C'est un ensemble. Le parcours d'un athlète, il ne se fait pas tout seul. Donc, il y a son entraîneur, il y a le club, il y a la ligue, il y a le comité aussi, et il y a tous les gens autour, son agent sportif, etc. Et tout ça, il faut que la fédération suive cet athlète pour que ça fonctionne. Évidemment, l'axe principal, c'est l'athlète. Hein. C'est lui qui fait les performances et qui est l'acteur de tout ce parcours. Mais en tous les cas, la fédération veut suivre de plus en plus ces athlètes de haut niveau pour vraiment qu'ils puissent arriver à la très haute performance et rapporter les médailles, d'abord pour eux-mêmes et leurs personnes qui sont autour, les familles ou tous ceux qui les ont aidés, et la fédération évidemment, et la France en particulier aussi. L'athlète de haut niveau, on se retourne naturellement vers notre lanceuse de disques, Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique lors des Jeux de Rio en 2016, avec toujours le record de France à la clé de 66 mètres 73. Mélina, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous expliquer, Mélina, comment se déroule ta préparation olympique aujourd'hui dans ce contexte particulier, décalé, hein, sachant que tu as en prime la motivation à garder, ça c'est important, décaler d'un an cette motivation, et qu'attends-tu ou qu'espères-tu au niveau des soutiens que l'on peut t'apporter ? La préparation se passe bien, je vous remercie. C'est vrai que c'est forcément différent de ce que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant. Pourtant, j'en ai connu quelques-uns. Mais voilà, c'est le maître mot en ce moment, c'est l'adaptabilité. Et je pense que pour tout le monde, c'est un petit peu comme ça. Donc on s'adapte, on essaye de vivre un peu au jour le jour en fonction des infos qui nous arrivent quotidiennement. Donc pour la motivation, je dirais que là, ça y est, c'est reparti. On est reparti dans la dynamique. On a eu des compétitions, les choses se mettent en place. Donc ça a été plus compliqué l'année dernière parce qu'on n'avait aucune visibilité sur ce qui allait se faire. Et toutes les nouvelles qui arrivaient étaient plutôt des mauvaises nouvelles d'annulation des Jeux, dans un premier temps, des championnats d'Europe à Paris, qui était quand même aussi un événement qui, en tant qu'athlète français, nous tenait à cœur. Donc ça avait été plus compliqué l'année dernière. Et là, voilà, maintenant, on a quand même un petit peu plus de certitude, en tout cas au moins sur les Jeux Olympiques. Donc le plus important pour un athlète, c'est ça. Donc voilà, moi je structure ma saison en fonction de tout ça. Alors, la préparation, elle se construit, Anne Tourné-Lasserre nous l'a dit aussi, avec la DTN. On reçoit d'ailleurs Anne Barrier-Chombard, vous êtes DTN par intérim de la FFA depuis la dernière élection. Nous venons d'évoquer la préparation dans le haut niveau avec Mélina, mais aujourd'hui, l'athlétisme ne compte pas que des athlètes dits professionnels. Hein. On a parlé des aspirants pro également. Il y a plus de 1000 athlètes qui sont de haut niveau ou sur les listes ministérielles aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce maillage territorial entre le suivi fédéral et les ligues aussi, comme l'a évoqué Anne Tourné-Lasserre? Alors effectivement, la fédération compte actuellement donc un peu plus de 400 sportifs listés de haut niveau et 600 athlètes listés espoirs, dont a parlé Anne Tourné-Lasserre. Alors sans rentrer dans les détails trop techniques, simplement préciser, expliquer que l'identification et l'inscription sur ces listes correspond à un niveau de performance que les athlètes ont réalisé, un niveau de performance qui les situe dans un classement international. Et à partir de cette identification, la direction technique nationale, en lien, alors on n'est pas tout seul pour faire effectivement ce travail. En tout cas, nous avons pour mission d'accompagner ces sportifs pour qu'ils puissent évoluer dans leur projet sportif, évidemment, mais aussi dans leur projet professionnel, parce que être sportif de haut niveau est une chose, être sportif professionnel en est une autre, et vivre de sa pratique aussi. Donc on a, nous, la nécessité d'accompagner ces sportifs pour qu'ils puissent choisir très clairement leur orientation scolaire, par exemple, leur parcours professionnel, et puis les aider à les accompagner dans les choix ensuite qu'ils feront, notamment sur leur carrière future. Alors pour ces 1000 sportifs, on a un système en fait qui est établi, un maillage territorial qui permet à chaque athlète dans sa ligue de pouvoir avoir un interlocuteur. On l'a défini un petit peu de manière très claire, c'est-à-dire que tous les sportifs de moins de 20 ans ont la possibilité
de contacter et d'être suivis par des conseillers techniques sportifs en région, qu'on appelle des directeurs de la performance en territoire, pour les accompagner dans cette démarche. Et tout ce qui est ensuite athlète de plus de 20 ans, listé de haut niveau, jusqu'à l'élite, quelqu'un comme Mélina par exemple, c'est la fédération, le service de la fédération, de la direction technique nationale, qui s'occupe de ces athlètes, notamment avec mes collaborateurs et collaboratrices, donc Géraldine Zimmermann pour l'ensemble des régions, hors l'Île-de-France, l'Île-de-France étant de la responsabilité de mon collègue Hervé Charon. Alors, il existe plusieurs dispositifs donc de la DTN, vous l'évoquez, pour optimiser le suivi des athlètes de haut niveau. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur tous ces dispositifs qui existent aujourd'hui sur le territoire ? Alors, nous avons effectivement des dispositifs et nous travaillons en étroite collaboration avec notamment l'Agence nationale du sport sur le secteur haute performance. Nous avons aussi des interlocuteurs dans les régions, des référents, des personnes dans les services déconcentrés de l'État et dans les CREPS, dans les établissements publics. Et avec toutes ces personnes, nous actionnons des dispositifs tels que des dispositifs nationaux, par exemple la possibilité d'accéder à des emplois pour les sportifs de haut niveau, à la SNCF, à la RATP, à l'Armée des champions aussi, on travaille beaucoup avec eux. Tout autre dispositif, ou tout autre partenaire que je pourrais oublier. Et l'idée étant d'aménager l'emploi du temps de l'athlète, l'emploi du temps de travail de l'athlète pour qu'il puisse pleinement se consacrer à sa pratique sportive au regard des échéances qu'il a à atteindre sur le plan sportif évidemment, des compétitions internationales et puis des résultats qu'il veut atteindre. On a par exemple, là aussi on est sur un dispositif un petit peu qui n'est pas obligatoirement très connu, qui peut un petit peu faire peur aux entreprises. On appelle ça les conventions d'insertion professionnelle, c'est-à-dire que l'athlète est mis un pourcentage de son temps de travail à disposition de la fédération pour s'entraîner et pour représenter la France en équipe de France. Mais ce temps qui est mis à disposition de la fédération est compensé en totalité financièrement ou dans le cadre de dispositifs tels que le mécénat pour qu'en fait l'effort consenti par l'entreprise ne soit pas lourd à porter financièrement et qu'au contraire on soit sur du gagnant-gagnant. Alors nous avons vu ces différents types de partenariats qui ont été expliqués et puis maintenant nous allons passer à 2 témoignages d'athlètes. Le premier athlète c'est un décathlonien, Gaël Quérin, qui vient de prendre sa retraite sportive à l'issue du meeting de la Réunion au mois de décembre dernier. Et nous avons également le témoignage de Valentin Lavillenie, récent vice-champion d'Europe de la perche en salle, qui va nous parler de l'importance qu'il attache à son partenariat avec la police. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, je me présente, Gaël Quérin, sportif de haut niveau en athlétisme, spécialiste du décathlon, dont je suis fraîchement retraité. J'ai eu la chance de représenter la France lors des championnats du monde et championnats d'Europe à plusieurs reprises. J'interviens aujourd'hui pour vous parler du pack des performances, dont j'ai eu la chance de bénéficier, notamment grâce à mon président de club de Villeneuve-d'Ascq Athlétisme, qui m'a trouvé 3 entreprises. Ces entreprises m'ont accompagné sur la fin de ma carrière et grâce à elles, j'ai pu allier ma vie de famille et ma carrière de sportif de haut niveau sans avoir besoin de faire de choix. Métis Finance, Patrimoine Group et France Environnement sont les 3 PME qui m'ont accompagné et avec qui j'ai pu partager mon expérience du sport de haut niveau à travers des team building et des newsletters. Je tiens à remercier tout particulièrement la Fondation Pack des Performances ainsi que mes partenaires pour m'avoir accompagné et permis de terminer ma carrière sereinement. Bonjour, je suis Valentin Lavillenie, perchiste mais également policier. Je suis rentré en septembre 2020 au sein de la police nationale et ça m'a plutôt bien réussi car depuis je suis devenu champion de France et surtout vice-champion d'Europe. Intégrer ce dispositif a considérablement changé ma vie. Tout d'abord car il m'a permis de réaliser un rêve d'enfant, mais surtout m'a apporté beaucoup de sérénité pour mon avenir. Je vais dès à présent et dans les années à venir pouvoir découvrir et apprendre le métier de policier tout en étant adjoint de sécurité. À travers ce dispositif, je vais pouvoir me préparer au mieux pour les échéances sportifs avec en ligne de mire les Jeux de Paris 2024, mais dans un premier temps les Jeux de Tokyo en 2021, tout en trouvant un équilibre et une stabilité avec un métier qui me correspond.
J'espère sincèrement me sentir utile grâce à ce métier et aussi je suis conscient que le fait d'avoir une activité à côté de mon sport va me permettre de relativiser et de surmonter les moments difficiles comme les blessures ou les moments de doute. Je me sens plus que jamais équilibré, plus stable depuis que je suis dans ce dispositif et j'espère qu'il va pouvoir bénéficier à plein d'autres sportifs. Je remercie toutes les personnes qui ont initié cela, ma fédération, forcément mon employeur et encore plus un grand merci au mon centre d'affectation avec qui je pense et j'espère passer de très bons moments dans les futures années. Je vous dis à bientôt et j'espère avec de belles médailles. À bientôt. Avant de poursuivre, un petit détour vers un président heureux. Un mot, Maxime Millot, pour décrire cette joie et cette belle médaille pour Valentin. C'est vraiment une belle réussite pour Valentin, effectivement. À la fois le titre national, le titre de vice-champion d'Europe cet hiver. Lui qui est passé par des moments très très difficiles avec une blessure extrêmement grave. La preuve en est, cet accompagnement dont il va bénéficier avec la police devrait permettre de voir vraiment la suite de sa carrière de la meilleure des manières et je pense que le meilleur reste à venir pour Valentin. Dans la suite logique de cette première table ronde, on a parlé des athlètes pro, on va parler d'un jeune athlète aspirant pro, licencié lui aussi au Clermont Athlétisme Auvergne, lanceur de marteau. Yann Chaussinan, bonsoir Yann. Bonsoir. Alors, après la médaille d'argent à Albi cet été derrière Quentin Bicot, le titre national à Salon de Provence avec à la clé un record personnel, 74 mètres 59. On peut dire aujourd'hui que tu es vraiment le numéro 2 français au lancer de marteau et te connaissant un petit peu, je pense que tu vas tout faire pour devenir le numéro 1. Yann, comment envisages-tu ta préparation en vue de Paris 2024, d'une part, qui sera sans doute l'un de tes objectifs principaux, et puis que t'apporte ce statut d'aspirant pro ? Alors, chaque année, j'essaye de mettre en place des choses autour de moi, voir un petit peu ce qui marche et ce qui marche pas. Je cherche à m'entourer au mieux des bonnes personnes et des bonnes infrastructures pour justement essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Et je vois un petit peu cette préparation-là de la meilleure des façons et un peu plus sereinement avec l'obtention de cette bourse jusqu'aux Jeux de 2024, avec ce statut d'aspirant professionnel qui me permet de bénéficier d'une part d'une bourse financière, mais d'un soutien, et d'un soutien social, un accompagnement derrière moi et qui pour un athlète est très très important de se sentir soutenu, de se sentir qu'on n'est pas seul et que si on a besoin de quelque chose, on sait sur qui se tourner et sur des personnes ou des infrastructures vers qui on peut se tourner et s'épauler. Donc pour moi, je vois les choses un peu plus différemment que si justement j'avais pas eu ce statut-là, d'une part financière et par l'accompagnement. Bien sûr, c'est une sérénité pour préparer ces jeux qui est indéniable. Peut-être un petit mot, Maxime. Un aspirant pro pour un club comme le Clermont Athlétisme Auvergne, ça amène aussi un peu de sérénité dans le club parce qu'on sait que ces athlètes sont soutenus. Ouais, c'est vraiment une bonne chose pour nous, pour les clubs, parce que au moment de la formation de nos athlètes, forcément, on fait tout pour qu'ils puissent atteindre le haut niveau, mais on est également conscient qu'il est compliqué parfois d'allier une formation professionnelle en même temps qu'une condition d'athlète de haut niveau. Donc forcément, ce type de dispositif qui est tripartite vraiment aide les clubs dans l'accompagnement de leurs athlètes, et pour ça, vraiment, on pense qu'il faudrait qu'il y en ait encore plus. Mais oui, on peut parler d'un soulagement, mais c'est surtout pour les athlètes que c'est important, plus que pour les clubs. Mélina, on parle de soutien, de partenariat. Bon nombre d'athlètes ont perdu leur soutien, leur sponsor à l'issue de l'année 2020 parce qu'ils étaient engagés jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais pas jusqu'au report des Jeux Olympiques de Tokyo. Pour ta part, tu as d'ailleurs aussi perdu des appuis en 2020.
Comment as-tu rebondi dans ces conditions et avec quel soutien ? C'est vrai que ça a été compliqué parce que les entreprises étaient justement dans une situation aussi inédite et non pas par manque d'envie, mais vraiment par manque de visibilité ou parfois de moyens. Certains de mes partenaires n'ont pas pu continuer ou ont suspendu temporairement le temps de justement de se retourner un petit peu. Donc forcément, c'est un petit peu stressant quand on est athlète et que c'est l'année olympique. Donc je me suis retournée justement sur les soutiens dont parlait Yann, que ce soit la Ligue, la Fédération. Et à ce moment-là, ils sont importants parce que justement, on est dans cette dynamique de préparer les Jeux et il faut qu'on soit vraiment serein justement par rapport à l'échéance qui arrive. Et c'est important voilà, d'avoir ces soutiens-là. Et voilà, on en a discuté avec la Ligue, avec la Fédération. Et on a trouvé ensemble des solutions. Je pense que c'est important déjà d'échanger, de sentir que voilà, on a des gens autour de nous. C'est important de s'ouvrir, de discuter pour qu'on puisse ensemble trouver justement des solutions pour qu'on soit bien, parce qu'on ne peut pas être un athlète de haut niveau ou un athlète tout court, peut pas être bien dans sa vie sportive si à un moment donné il n'est pas bien dans sa vie personnelle et s'il a pas il a besoin de certitude. Et je pense que voilà, on a pu trouver avec l'aide de la fédération aussi une solution pour que je puisse me préparer justement sereinement. Je pense que c'est le mot qui est important pour les athlètes. On retrouve d'ailleurs Anne Tournier-Lasserve en visioconférence. Anne, avant de passer à la question suivante, peut-être un petit commentaire sur ce partenariat avec la fédération pour Mélina qui va lui permettre d'être plus sereine justement avant les Jeux. Oui, c'est important que la fédération soutienne ses athlètes. Mélina, on sait sa valeur sportive, hein, nous l'a démontré, vice-championne du monde, vice-championne olympique. Et c'est vrai que le très haut niveau, c'est du 24-24, je dirais. Donc, si les athlètes ne sont pas bien dans leur tête parce qu'ils se disent comment je vais faire pour me loger, pour payer tout simplement la nourriture, l'électricité ou autre, ils ne peuvent pas être bien dans le sport, donc dans leur sport. Donc, du coup, la fédération, elle veut les soutenir, les accompagner. Il faut les accompagner. Alors, il peut y avoir différentes formes, comme on l'a déjà évoqué les uns les autres. Et je pense que Mélina, et je l'espère pour elle, va nous apporter encore des belles médailles. Aussi. Voilà, merci Anne. Nous parler de l'engagement des partenaires financiers de la FFA, mais aussi des partenaires publics, collectivités territoriales, sur le sujet du soutien aux sportifs de haut niveau. Des partenaires financiers de la FFA, nous en avons plusieurs, hein, notamment la Maïf, le Crédit Mutuel et d'autres. Ce qu'ils apportent dans le partenariat que l'on signe avec eux, c'est pas que de l'argent pour organiser des championnats de France ou autres, mais malgré tout, si on n'a pas de championnat de France, qu'on n'arrive pas à les organiser, parce que ça a un coût, nos partenaires et nos athlètes surtout ne pourraient pas du tout faire leurs performances, et notamment, par exemple, pour se sélectionner pour les Jeux Olympiques. Nos partenaires financiers de la fédération, certains prennent certains athlètes en droit d'image, ce qu'on appelle le droit d'image, c'est-à-dire qu'ils se servent de l'image de l'athlète et donc les accompagnent financièrement là-dessus. Et puis les athlètes, évidemment, amènent un retour à l'entreprise. Certaines entreprises partenaires de la fédération embauchent aussi certains athlètes, donc sur des statuts particuliers, de manière à ce qu'ils puissent s'entraîner, faire les compétitions. Et beaucoup s'engagent de plus en plus avec nous. Ensuite, les partenaires publics, donc les collectivités, certaines collectivités aident les athlètes en direct par des aides personnalisées ou alors emploient aussi, de la même façon que des entreprises privées, les athlètes pour pouvoir apprendre un métier aussi. Et les entreprises, il faut penser, publiques ou privées, qu'ils prennent en soutien et en accompagnement les athlètes aussi pour leur reconversion.
Parce que souvent, on oublie l'athlète une fois qu'il a fini sa carrière et on oublie un peu sa reconversion. Et c'est là où, avec la DTN, notamment, il faut les accompagner au moment où ça s'arrête, parce que c'est pas facile quand ça s'arrête. On est devant les télévisions, etc. Puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et si on n'a pas préparé la reconversion, c'est difficile. Et donc, ces entreprises-là, ces collectivités-là, aident à former les athlètes aussi de haut niveau, à leur rythme, et après, les prennent dans leur société, ou alors, s'ils sont suffisamment formés et au bout d'un moment ont envie de changer de société, ils changent. Mais en tous les cas, c'est un apport important. Et aussi, nous avons, il ne faut pas oublier, je l'avais dit tout à l'heure, mais le ministère, l'ANS, qui sont les gros partenaires aussi de la fédération sur le sport de haut niveau, évidemment. Vous êtes le tout nouveau président du Clermont Athlétisme Auvergne. Alors, bonsoir, même si on a eu l'occasion de discuter un petit peu. Bonsoir Christophe. Concernant les partenaires et les collectivités pour un club comme Clermont, avec des athlètes de haut niveau, quel est l'impact local à l'échelle d'un territoire comme la ville de Clermont-Ferrand ? Surtout au niveau de nos partenaires territoriaux, en tout cas des partenaires des collectivités, le fait d'avoir des athlètes de haut niveau, ça nous permet de nous mettre en avant et d'augmenter justement cet accompagnement, notamment financier de la part des collectivités, parce que ça nous permet d'aller chercher des fonds qui vont être dédiés justement à l'accompagnement de ces athlètes. Et à Clermont, on a une force au niveau de Clermont Athlé qui est notre formation, je pense. Sauf que former des athlètes, les accompagner jusqu'au haut niveau, je le disais un tout petit peu tout à l'heure, il y a un moment où justement il faut pouvoir les accompagner d'une manière supplémentaire. Il faut pouvoir les accompagner à prendre quelques années supplémentaires pour pouvoir faire leurs études, et pour autant que ça ne soit pas forcément vu comme une difficulté pour eux pour la suite. Et donc justement, nos partenaires tels que la ville, tels que la métropole, le département et la région sont vraiment présents pour qu'on puisse accompagner nos athlètes. Maintenant, à nous également de mettre en place d'autres projets. Et on a la chance également du côté de l'Auvergne d'avoir une association qui se développe qui s'appelle la Marque Auvergne. Et justement, nous sommes en train de se rapprocher d'eux pour pouvoir mettre en place des partenariats qui vont être effectivement des partenariats territoriaux, parce qu'on a cette volonté de pouvoir mettre en avant des partenaires qui sont autres que des partenaires publics, et justement pouvoir permettre à nos athlètes d'être accompagnés, on l'espère demain, à la fois par des entreprises, mais pas uniquement pour un aspect financier, on l'espère également pour pouvoir leur permettre d'avoir une formation professionnelle, peut-être un détachement pendant quelques années, peut-être un emploi du temps allégé sur une formation en alternance ou d'autres choses de ce type. Donc effectivement, la mise en place de partenariats, qu'ils soient publics ou privés, est vraiment très important. Et donc à nous vraiment de travailler sur notre image pour pouvoir nous mettre en avant par rapport à d'autres sports qui sont peut-être plus médiatiques que nous, parce qu'effectivement, Clermont est extrêmement connu pour le rugby. Demain, on l'espère, on verra une équipe de foot en première division. À nous, effectivement, sport individuel peut-être moins médiatisé, de nous mettre en avant avec d'autres choses. Et pour ça, je faisais le parallèle avec des sports collectifs. On a la chance au club de pouvoir remplir l'équivalent de leur feuille de match avec des athlètes qui sont sélectionnés en équipe de France. Donc on espère que demain, on sera appuyé également par des partenaires privés. Anne Tournier-Lasserve, lorsqu'on entend les propos d'un dirigeant de club, vous êtes présidente de l'ES Montgeron, vous êtes également cofondatrice du meeting de Montgeron. Vous avez donc un recul de dirigeante chevronnée. Mais du point de vue de la fédération, qu'est-ce qui peut être proposé aux dirigeants dans le cadre de l'accompagnement pour les former et accompagner ces athlètes de haut niveau ? Alors, il y a plusieurs solutions. D'abord, on a un organisme de formation au sein de la fédération qui propose beaucoup de formations. Il y a des modules de formation pour les dirigeants, en plus de ceux qui sont pour les officiels, entraîneurs. Il y a un certain nombre de modules où les dirigeants peuvent se former
en suivant sur la plateforme adaptée, parce que pour l'instant, avec la crise, c'est plus par visioconférence. Ensuite, j'espère qu'on pourra reprendre des formations en présentiel, où il y a un contact humain et un lien social plus important. Mais il y a beaucoup de modules qui permettent donc d'aider les dirigeants. Nous, ce qu'on souhaite aussi mettre en place, c'est notamment pour ce suivi des sportifs de haut niveau, ces athlètes de haut niveau, où c'est, quand ils arrivent très haut niveau, c'est un peu particulier parce que le statut d'un athlète de haut niveau, il est particulier. C'est pas les mêmes règles au niveau légal et les dirigeants n'ont pas été formés au démarrage. Souvent, on devient dirigeant, soit parce qu'on nous l'a demandé, soit parce qu'on est intéressé, mais on ne connaît pas tout. Donc, au bout d'un moment, il faut bien se former au fur et à mesure. Et si son club a des athlètes de haut niveau dans la structure, eh bien, il y a des choses qui manquent. Donc, on souhaite, avec l'athlétisme professionnel qui s'occupe donc au sein de la fédération, essayer de monter des formations spécifiques suivant les thématiques que nous allons proposer aux dirigeants, notamment qui s'occupent d'athlètes de haut niveau, et aussi sur leurs propositions. On va les sonder, entre guillemets, pour savoir leurs manques, ce qu'ils souhaitent, ou même échanger, partager les expériences. Pas forcément que des formations type théorique, non. Il faut échanger. Parce qu'un dirigeant peut avoir eu des expériences avec des athlètes de haut niveau et qu'un autre dirigeant n'aura pas eu, mais il va se retrouver dans la même situation, il ne saura pas faire, et l'expérience d'un autre dirigeant peut lui résoudre ces problématiques. Donc, soit par des colloques, soit par des visioconférences, comme on fait nous aujourd'hui, parce qu'on n'est pas à Lyon, mais en tous les cas, il faut que la fédération puisse proposer un maximum de formation et d'accompagnement des dirigeants. Ça peut être des accompagnements collectifs, mais des accompagnements aussi individuels, s'ils le souhaitent. Mais il faut mettre, et là, il faut qu'on s'améliore encore, c'est mettre un lien réel entre les dirigeants qui sont sur le terrain et les dirigeants de la fédération. Et ce ne sont pas deux mondes opposés, c'est toute la chaîne qui forme la fédération pour les amener, les athlètes, au plus haut niveau. Donc, les athlètes ont un parcours, comme je l'ai dit, et bien les dirigeants ont aussi un parcours, et progressivement, donc, ils se forment sur le terrain, mais ils se forment aussi en partageant, en faisant des formations. Et je pense qu'au fur et à mesure, l'expérience, ils l'ont. Et on peut dire que dans notre monde de l'athlétisme, il y a beaucoup de dirigeants qui sont de très haut niveau aussi. On parle des athlètes de haut niveau, mais il y a aussi des dirigeants dans les clubs, les gros clubs et les petits clubs aussi, les moyens clubs. Moi, j'aime pas trop appeler ça comme ça, mais tous les clubs, on est très surpris des fois d'expériences qu'ils ont faites extraordinaires et qui devraient être partagées beaucoup plus entre nous tous, les dirigeants, pour nous aider les uns les autres et puis pour faire connaître ce qu'ils font. Et ça, c'est capital. Mais en tous les cas, il y a déjà l'organisme de formation qui fonctionne bien. Et là, les dirigeants peuvent déjà trouver une grosse partie de ce qu'ils ont besoin pour évoluer ou pour répondre à leurs questions, tout simplement. Mélina, en conclusion à cette première table ronde, quel est l'intérêt de tous ces dispositifs pour une athlète, que ce soit et pour les athlètes d'ailleurs, et pour les entreprises qui les soutiennent? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à y gagner des deux côtés. Je pense qu'on dit souvent qu'il faut que les entreprises accompagnent les athlètes pour que les athlètes soient bien. Mais je pense que l'athlète a une vraie plus-value à apporter à l'entreprise. Et il faut définir ensemble. Je pense qu'il faut que l'athlète trouve l'entreprise qui lui corresponde et inversement, que l'entreprise trouve l'athlète qui lui corresponde autour de valeurs communes et définir ensemble justement qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Et ça, c'est vraiment personnalisé. Il y a plein de choses à faire. Et je pense que c'est vraiment, on parlait de relations gagnant-gagnant tout à l'heure, et c'est pour l'entreprise, pour moi, c'est ça. Elle va permettre à l'athlète d'être bien, de pouvoir se préparer dans de bonnes conditions, et ça va permettre aussi à l'entreprise d'avoir
en son sein soit une communication interne avec justement cet athlète-là. Ça va être l'occasion de partager des journées ensemble, des formations, parce que l'athlète a aussi une expérience du haut niveau, du stress, de comment gérer tout ça. Et l'entreprise a aussi à apprendre de l'athlète. Donc je pense que vraiment, chaque entreprise a quelque chose à y gagner, à accompagner un athlète. Et en plus, voilà, je pense que ça peut être une belle dynamique collective. Bien après cette première table ronde et avoir déployé tous les outils mis à disposition pour le sport de haut niveau, nous allons passer du côté du partenariat entre les entreprises et les athlètes de haut niveau en attaquant cette deuxième table ronde. On va se poser la question, donc le monde économique et le sport de haut niveau peuvent-ils être des partenaires naturels ? Alors, pour attaquer cette seconde table ronde, nous accueillons Dominique Carlac. Bonsoir. Vous êtes membre associé du bureau de la Fédération française d'athlétisme, mais vous êtes surtout aujourd'hui présente comme vice-présidente du MEDEF, également présidente de la commission Sport Paris 2024 au sein du MEDEF. La première question sera très directe. Quel est l'intérêt pour les entreprises en pleine pandémie de s'intéresser au milieu sportif? C'est assez simple, c'est lié à la conjoncture. Ça fait 1 an que nous sommes dans une crise sanitaire, mais également économique, sociale, morale maintenant. Et donc, si on se place du point de vue de l'entreprise, la question, elle est toujours la même, et particulièrement en période de crise. Comment j'assure ma compétitivité? Comment j'assure ma pérennité? Comment j'assure mon attractivité? Et dans cette période extrêmement difficile de crise généralisée, on a une dimension supérieure dans l'entreprise qui est de se dire, dans un contexte sanitaire, comment on arrive à avoir une attention partagée et symétrique entre le sanitaire et l'économique. Et donc, la question, c'est de se dire quelles vont être les solutions qui vont nous permettre justement d'assurer cette symétrie d'attention entre le sanitaire et l'économique. Et là, le sport est une des réponses. Parce que finalement, dans une crise sanitaire, si on prend la définition de l'OMS de la santé, c'est un état global de bien-être physique, moral, social, et qui n'est pas que l'évitement de la maladie ou du handicap. Eh bien, le sport coche beaucoup de cases de cette définition de la santé. Et quand on est dans une situation où on veut assurer sa pérennité et sa compétitivité, et qu'on se doit d'assurer finalement la santé de ses salariés et ces injonctions contradictoires qui sont est-ce que je privilégie la santé, l'économique, le social, ben finalement le sport, il coche un peu toutes les cases. C'est-à-dire que je vais pouvoir assurer la santé de mes salariés parce que dans un télétravail généralisé, forcené, une sédentarité forcenée et accentuée par rapport à n'importe quelle période que l'on a pu connaître, comment on peut garantir la santé physique et psychologique de ces salariés? Bien probablement qu'en allant sur de la pratique sportive, qui n'est pas forcément le haut niveau, qui est le sport, bien-être, santé, ben on peut quelque part articuler santé économique et santé sanitaire. On le verra peut-être un petit peu plus tard dans la soirée, mais on a déjà eu un aperçu tout à l'heure avec Mélina Robert-Michon du gagnant-gagnant entre les athlètes et les entreprises, où des athlètes interviennent dans les entreprises pour justement ce sport santé. Que pourriez-vous dire à vos homologues chefs d'entreprise qui aujourd'hui hésitent encore
à se lancer dans un partenariat avec des athlètes de haut niveau, par exemple. Est-ce que vous pensez que les JO de 2024 peuvent contribuer à recréer une dynamique post-pandémie? Oui, indéniablement, parce que un sportif dans une entreprise, c'est d'abord le sens de l'engagement. Et c'est vrai qu'on est tous déstabilisés par cette crise. Et c'est difficile de rester mobilisé, motivé, engagé, parce qu'on a tous peur. On a tous peur de l'incertitude, quel que soit le milieu, que ce soit le milieu sportif, le milieu économique. On est face à quelque chose que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne planifie pas. Un sportif dans une entreprise, qu'est-ce que ça apporte, particulièrement en période de crise? Ça apporte l'engagement dans l'adversité, la performance dans l'adversité. Quand vous êtes athlète, je l'ai été. Donc, aller s'entraîner sous la pluie, sous le vent, avec des adversaires qui vous font peur, avec la blessure qui vous fait peur, il faut une force morale qui n'est pas qu'une force physique. Il faut vraiment une force morale. Eh bien, en période de crise, dans l'entreprise, c'est un petit peu pareil. Quand vous commencez à avoir peur, à ne plus être trop sûr de vous, avoir un athlète dans votre entreprise, ça vous redonne la performance dans l'adversité avec la niaque, c'est-à-dire l'envie, quelles que soient les circonstances, d'atteindre la performance. Ça vous donne également la stabilité dans la tempête. C'est quelle que soit l'adversité qui m'entoure et la concurrence qui m'entoure, je crois en moi et je crois en mon parcours. Et puis ça vous donne la cohésion. À ce titre, alors moi je suis dirigeant d'une petite entreprise, donc petit message au passage, ce que je dis est vrai pour les grandes entreprises comme pour les petites entreprises. Moi j'ai une entreprise de moins de 50 personnes et j'ai accueilli un sportif tout à fait récemment dans mon entreprise. Un sportif qui, comme l'expliquait Mélina tout à l'heure, était peut-être un peu en galère parce que la crise ne favorise pas justement le passage à l'acte. Les entreprises, elles s'interrogent, donc elles peuvent repousser des décisions sur lesquelles elles étaient plus enclins à accélérer en période de non-crise. Et un jour, j'entends parler d'un athlète qui n'allait pas avoir son diplôme dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes à l'EM Grenoble parce qu'il ne trouvait pas de stage. Et donc, c'est sa maman qui m'appelle, qui était une ancienne amie, parce que j'ai été 18 ans dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Et Nadine Penelon, pour ne pas la citer, m'appelle et me dit, ben voilà, mon fils Mathieu Collet ne va pas avoir son diplôme de l'EM Grenoble parce qu'il ne trouve pas de stage. Et moi, je me dis, en fait, en ce moment, on a du mal à avoir de la cohésion. On a du mal à avoir justement cette stabilité dans l'adversité. Ben, je vais le prendre, je vais lui donner sa chance. Moi, c'est pas grand-chose, c'est un stage. Lui, ça va lui faire toute sa vie parce qu'il aura son diplôme. Il va pouvoir préparer les jeux, en tout cas c'est très difficile, mais en tout cas il va pouvoir préparer, au moins se battre sérieusement sur le plan sportif en étant libéré sur le plan de son parcours scolaire et universitaire. Et chez nous, dans l'entreprise, ça a eu un effet booster incroyable, un effet fédérateur, un effet de cohésion, un effet de... On retrouve ce sens de la performance malgré l'adversité. Donc moi, j'invite toutes les entreprises à donner ce petit coup de pouce parce que finalement, le coût, même pour une PME, n'est pas élevé et l'effet levier est bien supérieur au coût financier finalement que vous mettez. Alors pour étayer ces propos et avant de continuer sur cette table ronde, nous proposons de partager un partenariat entre une entreprise spécialisée dans la création de valeurs immobilières et un athlète spécialiste de la perche qui a été champion de France élite en salle en 2019. On se retrouve juste après ce film sur le partenariat d'Atlan Foncière et d'Axel Chapelle. Le cœur de notre projet fédéral aujourd'hui, c'est de préparer la nouvelle génération aux Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris, fédérer autour des athlètes des entreprises qui puissent leur permettre de conduire un projet sportif et un projet professionnel à la fois. C'est le sens de cette signature et nous sommes bien entendu ravis de voir qu'il y a en Île-de-France des entreprises prêtes à se mobiliser. Très heureux de la signature de ce partenariat avec Axel.
L'objectif d'Atlante, c'était de s'inscrire dans la dynamique des JO 2024. Ça crée une dynamique au sein de l'entreprise qui est particulière. Et puis ce sont des sportifs, quand on voit leur emploi du temps, quand on voit les sacrifices, quand on voit le niveau de motivation et de persévérance pour réussir, qui sont un modèle pour, je pense, l'ensemble des collaborateurs. Alors on est aussi partie prenante, nous, dans le cadre de nos activités. On va nous développer une opération de 250 logements qu'on va livrer sur les 2 prochaines années, et qui sera à côté du village olympique. Donc ça sera aussi intéressant pour Axel d'avoir une petite formation sur les métiers de la promotion et qu'on l'accompagne également, ne serait-ce que pour lui expliquer le montage de cette opération. Ce qu'on veut aussi faire passer comme message, c'est s'inscrire sur la durée. L'aventure sera super si on arrive à accompagner Axel jusqu'au JO de Paris 2024. L'athlète, c'est pas un sport professionnel et si on peut être sûr d'être serein dans notre vie à côté, forcément les performances elles vont grimper sans rien changer d'autre, juste en sachant qu'on est accompagné et qu'on n'aura pas de problème dans notre vie. C'est aussi une manière de voir autre chose, parce que moi je m'entraîne tous les jours, sauf que je vois pas forcément d'autres gens qui ne sont pas du monde de l'athlétisme, et donc le fait de pouvoir travailler avec eux, d'aller les voir de temps en temps, qui m'expliquent leur métier, ça me fait penser à autre chose, ça m'intéresse aussi. Ça aide dans tous les domaines et ça les aide eux aussi forcément, donc c'est juste parfait ce qu'il faut pour aller jusqu'à Paris 2024. Cette table ronde, nous accueillons en visioconférence une athlète qui a marqué le monde de l'athlétisme français et international. Elle a été championne d'Europe à Budapest sur le 100 mètres en 1998. Elle détient d'ailleurs toujours ce record d'Europe en 10 secondes 73. Son surnom, la Reine Christine. Bonjour Christine Aron. Heureux de vous accueillir et de vous compter parmi nous ce soir, même en visioconférence, avec surtout une nouvelle casquette, puisque depuis juillet 2020, vous êtes adjointe au maire de Champigny-sur-Marne, où vous êtes déléguée au sport. Christine, vous êtes une ancienne athlète de haut niveau, porteuse du projet Sport Santé au sein de la FFA et élue au sport d'une collectivité. Quel est le continuum de tout cela ? C'est vrai que c'était une mission au sein de la mairie de Champigny à laquelle je ne m'attendais pas. Et c'est vrai qu'avec mon expérience en entreprise et à la fédération d'athlétisme, tout ça, ça m'a ça a un peu nourri et ça m'a renforcé dans mes convictions. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de monde en entreprise, du sport santé et même en dehors. Et je me suis rendu compte que le sport, c'est pas toujours une priorité pour les gens par manque de temps, d'habitude, de motivation. Et donc, moi, la première priorité que j'ai eue quand je suis arrivée à Champigny, c'était vraiment de remettre plus de sport à l'école. Parce que je me dis qu'il faut qu'on touche nos jeunes, qu'on les mette à la pratique, qu'on les fasse découvrir différentes activités pour qu'ils aillent justement vers des associations sportives et que surtout le sport, ça fasse partie intégrante de leur vie dès le plus jeune âge. Parce que c'est vrai que quand on a des adultes qui ont déjà leur habitude, il est difficile de les impliquer facilement dans l'activité sportive. Et c'est vrai qu'à travers aussi les différents événements que l'on organise au sein de la ville, en tout cas, moi, j'attache une importance justement au sport santé. C'est le moment où on peut passer des messages. Donc, moi, j'ai vraiment envie de favoriser l'accès au sport pour tous, que ce soit les jeunes, les actifs, les seniors, les personnes à mobilité réduite. Et puis aussi passer le message comme sur la sensibilisation au bienfait de l'activité sportive. Et puis, vraiment de se remettre au sport, quoi, de lutter aussi contre la sédentarité. Dominique Carlac nous en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans un monde de télétravail un peu compliqué, un peu morose pour certains. Vous avez l'habitude de dire d'ailleurs, je vous cite, le sport santé commence en se levant de sa chaise. Alors Christine, pouvez-vous nous expliquer ce qui est mis en place à la FFA en matière de solutions de qualité de vie au travail pour aller dans ce cadre du sport santé, mais aussi l'importance de votre rôle d'ambassadrice en tant qu'ancienne athlète de haut niveau? Déjà, quand vous avez parlé de se lever de sa chaise, je dois dire qu'on est maintenant dans une société où on a beaucoup de réunions tout le temps qui durent. Par exemple, hier soir, j'étais en conseil municipal ça a duré 5 heures puisqu'il y avait le vote du budget.
Et je me dis, mais pourquoi à un moment donné, que ce soit dans les entreprises, hein, qu'on ne puisse pas tout simplement se dire qu'on se lève 5 minutes juste pour marcher, s'aérer les neurones, parce que c'est vrai que les entreprises recherchent beaucoup la compétitivité, la productivité, la performance. Et je me dis que prendre 5 minutes toutes les heures, même si ça dure 2-3 heures, ce seraient des petites minutes qui seraient bien utiles justement pour nous faire du bien et pour s'aérer et justement être plus productif. Mais ça, je regrette que ça ne se mette pas en place, alors que c'est quelque chose qu'on peut très facilement faire et qui serait bénéfique pour tous. À la fédération, quand je suis arrivée, en fait, moi j'avais comme mission de créer une offre en direction des entreprises. Et c'est vrai qu'on en a une qui est très riche. On a tout d'abord un pack qui permet de faire des tests de la condition physique, du mode de vie et de l'alimentation, justement pour sensibiliser à l'activité physique et aussi pour prendre conscience justement de son état de forme. Dans ce pack, on a aussi un pack forme et bien-être justement pour proposer toutes les activités que propose la fédération, que ce soit la marche nordique, le running, la condition physique, la remise en forme. Donc ça s'adresse vraiment aux entreprises, aux chefs d'entreprise et aux entreprises qui ont envie de s'engager dans une démarche de bien-être au travail. Et puis, on a aussi un pack qui est très intéressant, c'est le pack Athlé Premium, qui s'adresse aux collaborateurs qui sont plutôt sportifs et qui ont envie d'aller plus loin dans leur pratique. Donc, on leur propose de participer à des événements tels que l'Equidène de Paris, les événements J'aime courir, et tout ça encadré par un coach AT Santé, puisque ce sont ceux-là qui vont intervenir justement pour les prestations et qui sont salariés de nos clubs. Et nous, dans ce dispositif, on a fait appel à une plateforme, Trainme, qui nous a justement créé une plateforme dédiée au work-athlé pour faciliter les échanges entre les entreprises et les clubs. Et voilà, donc c'est comme ça que nous, à la fédération, on met en avant nos différentes activités qu'on propose aux entreprises. Mais pour l'instant, le démarrage n'est pas facile. Alors nous accueillons également sur ce plateau Monsieur Laurent Berthet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des partenariats du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Le sujet de qualité de vie parle certainement à un directeur de banque tel que vous êtes. Mais quelle est la valeur pour vous de tout ce que cela représente, encore plus en y intégrant le milieu sportif? Alors c'est vrai que lorsqu'on aborde le sujet de la QVT et du sport, on va pouvoir trouver différentes formes et le concrétiser de différentes manières au sein d'un groupe tel que Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mais tout d'abord parce que le sport a un jeu et a un bénéfice évident sur la santé qui n'est plus du tout remis en doute ou discuté aujourd'hui, que ce soit parce qu'une pratique sportive régulière va participer au renforcement de l'organisme ou tout simplement lutter contre certaines maladies ou la prévention de certaines maladies. Donc on a à travers le sport un support très important qui va se concrétiser ensuite au niveau des actions de QVT de fort différentes manières. Tout d'abord, on peut avoir des engagements qui sont faits pour remettre, on l'évoquait tout à l'heure, remettre les gens à la pratique du sport, soit sur le lieu de travail, soit en les encourageant par exemple à se retrouver sur un challenge local qui va permettre à des équipes de participer, de faire un effort tous ensemble pour une cause, où ça va se concrétiser de manière plus pragmatique en incitant les uns et les autres à changer leurs habitudes, à aller au travail à pied, aller au travail à vélo. Ce genre de changement d'attitude et d'implication du sport dans ce changement va être important à nos yeux. Franck Provost, vous êtes le directeur commercial du Crédit Mutuel Sud-Est. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous illustrer ces propos de Laurent Berthet dans le cadre du projet Qualité de vie au travail mis en place auprès des salariés du Crédit Mutuel Sud-Est? Alors, au Crédit Mutuel du Sud-Est, la qualité de vie au travail s'exprime très concrètement auprès de nos collaborateurs autour de deux axes.
La solidarité d'une part, et puis également la santé, la prévoyance et la prévention d'autre part. S'agissant de la solidarité, notre accord de QVT prévoit notamment 2 heures par an pour nos collaborateurs sur leur temps de travail pour le don de sang. Très concrètement, nos collaborateurs actuellement peuvent exercer ce droit dans le cadre d'une opération de solidarité que nous menons avec l'Établissement français du sang et au travers d'un parrainage de 33 points de collecte répartis sur les 6 départements que couvre notre fédération. S'agissant de la santé, de la prévoyance et de la prévention, nous sommes convaincus au Crédit Mutuel du Sud-Est que la pratique régulière d'une activité physique par nos collaborateurs non seulement préserve leur santé, mais également les aide à développer des énergies, des émotions positives, les aide également à développer le bien-être pour soi, pour le collectif professionnel. Et raison pour laquelle nous construisons au mois de juin, en collaboration avec la Ligue Aura d'athlétisme, un mois de la santé, du bien-être et de la remise en forme, entre autres avec l'accompagnement d'un coach, notamment pour améliorer les postures au travail, notamment pour bien démarrer sa journée de travail avec du réveil musculaire, avec l'application notamment du Diagnoform, donc cette application qui permet de tester les qualités physiques indispensables à la préservation de la santé, et puis en réflexion également un parcours connecté autour de chaque caisse locale pour encourager et faciliter la pratique de la marche par nos collaborateurs. Dominique Carlac, vous parliez tout à l'heure de votre passif sportif, je crois championne de France junior du 400 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez aussi sponsorisé le sport des jeunes et des femmes en milieu rural, notamment dans des clubs de foot féminin. Pouvez-vous, pour vous, qu'est-ce que l'athlétisme peut amener de pertinent dans les entreprises ? L'athlétisme et le sport en général, mais bon, j'ai plutôt prêché pour notre paroisse de l'athlétisme. Bien souvent que l'athlétisme est le sport numéro 1 olympique. Tout à fait. La première chose que moi, ça m'a apporté en tant que dirigeante d'entreprise et finalement en tant que manager, c'est la planification de la performance. C'est-à-dire que quand vous êtes tout petit, quand vous arrivez en club, vous avez un groupe d'entraînement, vous avez un coach, et puis vous avez un plan d'entraînement. Et vous travaillez tout ce que vous devez travailler pour atteindre la performance. Donc la musculation, la vitesse, l'endurance, la résistance, etc. Tout petit. Jamais à l'école, jamais à la maison, on ne vous apprendra ça. Donc cette planification de la performance, c'est un premier apport et qui, quand on se remet à pratiquer, qu'on est un professionnel, qu'on est un salarié, qu'on est un dirigeant, qu'on retrouve ça, on retrouve finalement une clé managériale de planification de la performance. La deuxième chose que ça apporte, c'est un sport de mesure, l'athlétisme. Donc on ne va pas se voiler la face, on ne va pas se mentir à soi-même en se disant « Ah, aujourd'hui j'étais plutôt bon ». Non, en fait, tu as fait combien, ou tu as sauté combien, tu as lancé combien. Donc, on est dans la parfaite connaissance de sa performance, de son niveau. Et on est surtout très conscient qu'on peut affronter la possibilité du succès comme la possibilité de l'échec. Et sans se voiler la face, de manière très détendue. Et ça apporte une certaine force dans l'adversité, j'y reviens. Parce que, dans son quotidien, quand on a été athlète, on a fait avec, surtout quand on a été athlète qui a voulu durer, l'important n'est pas de briller mais de durer, qu'on a voulu faire carrière quelques années, même si c'est tout petit, de minime à espoir ou alors de espoir à on a fait les jeux en senior, eh bien on a appris cette combinaison assez pratique pour le monde de l'entreprise, de la possibilité du succès comme de la possibilité de l'échec, et c'est normal. Ça donne une force. Et ça donne donc à nouveau de la performance, et puis ça donne de la durée, de la pérennité, ce qui est quand même assez utile dans le monde de l'entreprise. Laurent Berthet, après ces propos de la vice-présidente du MEDEF, pourquoi avoir choisi l'athlétisme comme vecteur de communication dans votre entreprise ? Alors vous le savez, le Crédit Mutuel est une banque particulièrement
attaché au développement des territoires. C'est également un groupe bancaire qui est très présent dans le tissu associatif. Autant de bonnes raisons pour que l'engagement des fédérations de crédit mutuel ou des caisses de crédit mutuel se retrouve naturellement aux côtés du sport local, à travers le soutien qui peut être apporté aux clubs ou aux événements qui peuvent se passer sur leur territoire. Mais au niveau national, notre engagement qui remonte à 2019 maintenant pour cet engagement aux côtés de la Fédération française d'athlétisme a pris différentes formes. D'abord, on l'a souligné tout à l'heure, en étant présent aux côtés des grands événements majeurs, que ce soit les championnats de France, que ce soit la Diamond League, que ce soit d'autres événements qui vont rayonner sur l'ensemble du territoire. Et plus récemment, donc en réaction à la situation à laquelle nous faisons face actuellement, nous avons décidé de nous engager aux côtés de la FFA et de son plan de relance pour proposer un appel à projet destiné aux petits clubs, les clubs de moins de 150 licenciés, des clubs qui pouvaient exprimer des projets soit de développement, soit de promotion de leur activité, soit de formation. Et le plaisir que l'on a eu, c'est de voir que plus de 150 clubs se sont manifestés. Nous en avons distingué 56 d'entre eux. Et aujourd'hui, à travers tout le territoire, donc, les caisses de crédit mutuel se retrouvent à valoriser ces actions et donner un coup de pouce important dans cette période ô combien difficile. Franck Provost, lorsque vous entendez ces propos, comment déployez-vous tout ceci dans votre région ? Alors, on peut affirmer sans trop se tromper qu'en face de chaque caisse de crédit mutuel se trouve un club d'athlétisme. Et à partir de ce moment-là, se rejoignent les valeurs de performance, d'entraide et d'engagement. Et ce maillage territorial fait en sorte qu'on est amené naturellement à se rencontrer. Et bien avant que ne soit signé finalement ce partenariat entre Crédit Mutuel Alliance Fédérale et la Fédération française d'athlétisme, bon nombre de clubs, comme bien nombre d'autres associations, étaient déjà sociétaires de caisses locales. Notamment, ces partenariats locaux font qu'il y ait des soutiens financiers, des soutiens matériels autour de manifestations sportives qui sont organisées par ces clubs. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure, à l'instant, Laurent, sur les 56 clubs qui ont été notamment récompensés au travers de l'appel à projet par Crédit Mutuel Alliance Fédérale, eh bien 8 ont été récompensés sur notre région. À souligner également que l'année prochaine, nous fêterons le 10e anniversaire de la signature de la convention entre la Fédération Crédit Mutuel du Sud-Est et la Ligue Aura d'athlétisme. Et puis, c'est certainement aussi l'occasion pour nous, et ça rejoint aussi le centre de notre table ronde, c'est d'accompagner un athlète de haut niveau, justement pour apporter ce que disait tout à l'heure Mélina, à savoir des compétences, des connaissances, des expériences pour le coaching sportif, mental de nos collaborateurs. Laurent Berthet, avec le Crédit Mutuel, vous soutenez l'excellence sportive, que ce soit l'EDF Athlé, le meeting de Liévin, mais vous soutenez aussi quelques athlètes de manière individuelle. En tout cas, ça démarre du côté de chez vous. Avec quel dispositif vous les soutenez et quelle richesse en tirez-vous ? Alors bien souvent, ces partenariats et ces engagements aux côtés d'un athlète vont être le résultat d'une relation humaine entre une caisse, je le soulignais tout à l'heure, et un athlète, et la volonté d'accompagner cet athlète dans sa progression et dans son parcours de sportif jusqu'à l'échéance qu'il s'est fixée. En tout cas, la manière de concrétiser va être un soutien direct de certaines de ces caisses. Je pense notamment à ce qui peut être apporté à Baptiste Michler par la caisse de Burmat ou encore Tristan Marcy par la caisse de Salon de Provence, qui accompagnent ces deux athlètes, par exemple, dans leur performance actuelle et qui vont les suivre tout au long de leur carrière. Pour notre part, au niveau national, ce que nous avons fait, ce que nous nous engageons à faire en tout cas, et qui va être communiqué incessamment sous peu, c'est un engagement plus précis aux côtés de la FFA pour être présent et accompagner donc certains espoirs sur le chemin qui les mènera à des échéances sportives ô combien importantes, et donc être présent non seulement sur l'aspect
professionnel, mais sur leur aspect personnel dans le développement de leur vie d'après la vie sportive. Dominique Carlac, avant de conclure cette deuxième table ronde, on l'a dit, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes porte-parole du MEDEF, en plus d'en être la vice-présidente, élue au bureau de la FFA. Vous êtes également au conseil d'administration de l'Agence nationale du sport. Alors, êtes-vous optimiste sur le fait que tous ces univers arriveront à travailler ensemble dans les mois et les années à venir pour atteindre tous ces objectifs? Oui, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que finalement, dans les témoignages que nous avons eus ce soir, nous avons eu à la fois des témoignages d'athlètes du monde vraiment sportif de l'athlétisme qui a expliqué ses difficultés dans la crise, que ce soit au niveau du club et des athlètes, et qui ont dit on a trouvé un peu des solutions parfois en allant vers le monde de l'entreprise. Et puis moi, je vous ai fait le témoignage de ce que vivent les entreprises en ce moment. C'est compliqué. Cette adversité et ce second souffle, comment on le retrouve? Et on se rend compte qu'en s'étant accordé de la confiance mutuelle, en ayant cherché à travailler ensemble, on s'est rendu plus fort et on s'est donné plus de perspectives. Or, en ce moment, tout le monde, que ce soit la population en général, les entreprises, les athlètes, on a tous du mal quand on n'a pas de perspective. On se rend compte que dans les partenariats que l'on a faits, on s'est donné de la perspective mutuelle. Donc ça marche. Donc il ne faut pas avoir peur de cette différence, de ce cloisonnement des mondes d'origine qui est que, effectivement, quand on fonde l'ANS, eh bien c'est 4 collèges, c'est l'État, c'est les collectivités, c'est le monde sportif, c'est le monde économique qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui ont leur propre logique, qui ont leurs propres difficultés au sein même de leur collège. Et pourtant, on se rend compte que quand on construit des solutions ensemble, on arrive à finalement aller au-delà de nos propres difficultés. C'est-à-dire que moi, dans mon entreprise, ce qui m'a aidé à traverser la crise, c'est le rapport que j'avais avec le monde sportif. Et je pense que ce qui aide à traverser la crise pour les sportifs, qui ont eu les Jeux qui ont été repoussés d'1 an avec des conditions de dérouler des Jeux compliquées, c'est d'avoir trouvé une écoute des collectivités, une écoute du monde économique, une écoute de l'État. Et c'est un petit peu tout le sens du pari de l'ANS. Alors ça prendra du temps. Évidemment que ça prendra du temps. Mais nous n'avons pas le choix. Alors pour continuer sur cette table ronde, elle n'a pas pu être présente ce soir, mais elle a tenu à nous apporter son témoignage. C'est la vice-présidente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à la formation professionnelle et à l'apprentissage, mais aussi déléguée au sport, Madame Stéphanie Pernaut-Baudon. Alors nous lui avons demandé de nous expliquer le rôle des collectivités locales comme créateurs de liens entre le monde économique et le monde sportif, mais aussi de nous expliquer les évolutions politiques publiques dans l'attente du mouvement fédéral et plus particulièrement de l'athlétisme. On se retrouve après ces propos. C'est évidemment le rôle des collectivités territoriales que d'assurer aujourd'hui un rôle dans le financement public du sport en France. Le bloc communal, par exemple, représente une part très importante de financement des équipements sportifs et les communes ont cette capacité aujourd'hui indispensable d'action, d'animation locale et c'est pour la raison pour laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité les accompagner et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que nous avons aussi lancé la toute nouvelle instance qui est la conférence régionale du sport dont la présidence a été confiée à la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui aujourd'hui a la vocation, avec 4 collèges représentés, l'État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique, de favoriser justement cette interface entre le monde économique, le mouvement sportif, et puis que la collectivité joue son rôle finalement d'ensemblier de toutes les actions qui pourraient être coordonnées par l'ensemble de ces acteurs. Donc oui, pour nous, un intérêt tout particulier. Tout d'abord, elle fait partie aussi d'un pan de notre politique sur l'aide des athlètes de haut niveau ou l'émergence d'athlètes. Il faut soutenir, pour qu'on devienne un athlète de haut niveau, il faut nous soutenir quand on ne l'est pas encore, donc on essaye de mettre en place ce dispositif. Cette team orale s'inscrit dans une politique de développement avec des gros événements qui vont arriver, évidemment les Jeux Olympiques en 2024, la Coupe du Monde de rugby en 2023, et puis l'accompagnement qu'on fait avec l'État sur des pôles France. Nous, on a mis en place cette team qui leur permet d'avoir un accompagnement financier et une aide individuelle qui leur permet, je l'espère,
d'accorder plus de temps à leur sport pour pouvoir être performants demain aux Jeux Olympiques. On a un public cible pour lequel on attend un effort tout particulier de la Ligue d'athlétisme, mais de toutes les ligues, c'est notre public jeune. On essaye de faire en sorte de travailler avec eux sur, au départ peut-être, un dispositif d'activité pour tous, et puis en fait, très spécialement pour certains, la découverte d'un sport, et puis pourquoi pas une carrière sportive, c'est ce qu'on leur souhaite. On espère en tout cas que les athlètes et les licenciés de la Fédération française d'athlétisme qui font partie de cette team auront de très très bons résultats et qu'on sera très fiers de leur travail à l'occasion des Jeux Olympiques 2021. Nous accueillons sur le plateau Pierre-Alexandre Viel, conseiller technique sportif, directeur de la performance en territoire, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Anne Barois. Alors bonsoir Pierre-Alexandre. Bonsoir. Une question assez directe pour conclure cette table ronde. Quelle est la stratégie de la Ligue en matière de politique et de soutien aux athlètes de haut niveau ? Alors la Ligue, depuis de nombreuses années, est positionnée sur la sphère du haut niveau et accompagne les sportifs dans leur quête d'excellence. L'ambition de la Ligue est de continuer cet accompagnement et de permettre l'émergence dans un contexte aujourd'hui compliqué, mais dans une perspective très intéressante pour un sportif qui est les Jeux Olympiques en 2024 à Paris, de réaffirmer ce positionnement qui se veut en toute complémentarité avec les dispositifs qui nous ont été présentés tout à l'heure, à la fois par Anne Barois, les dispositifs fédéraux et les dispositifs aussi mis en place par l'ANS. Et donc cette complémentarité, elle va se traduire par, ou en tout cas on souhaite qu'elle se traduise par la création d'un environnement qui permette à l'athlète de pouvoir passer de la performance à l'excellence. Et très concrètement, sur le territoire, on va accompagner une trentaine de sportifs de manière individuelle dans leurs projets. Et la Ligue souhaite également renforcer ses dispositifs d'accompagnement collectif au travers de ces CNE, Centres nationaux d'entraînement. Et donc tout cela dans l'objectif de permettre à l'athlète d'être plus serein dans sa préparation, parce qu'on pense que la sérénité est une clé vraiment de la performance. Voilà le positionnement de la Ligue. C'est un projet ambitieux que l'on souhaite mener dans la perspective des JO 2024, mais aussi bien après. C'est pour ça que l'accompagnement de la Ligue se veut pluriel et va représenter en tout cas un accompagnement pour une centaine de sportifs, donc dans la durée. Et pour en découvrir un petit peu plus, on vous donne rendez-vous au mois de novembre prochain pour essayer de concrétiser autour d'un événement en présentiel une soirée qui se voudra être dans la complémentarité de ce qui s'est passé ce soir, mais de mettre en lien le monde de l'entreprise, le monde sportif, les collectivités territoriales pour partager cette aventure du rêve olympique et partager l'aventure du monde sportif. Eh bien, après ces différentes interventions, il est donc temps de passer à la conclusion de cette soirée. Après avoir entendu tous ces intervenants, que peut-on souhaiter pour l'athlétisme en 2021 et bien sûr en 2024 ? Des mauvais résultats, bien sûr. Pardon, je m'étais trompé. Non, je pense qu'on peut que leur souhaiter de la réussite. Alors c'est sûr que c'est toujours compliqué. Tous les athlètes voudraient bien réussir. Nous, on aimerait bien qu'ils réussissent. Et puis derrière, la réalité, elle sera sur le terrain. Mais si l'accompagnement a été
suffisant, mettre les athlètes dans de bonnes conditions, qu'ils soient sereins, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils n'aient pas à se préoccuper d'autre chose que de l'entraînement pendant une certaine période, parce que ils ont établi autour d'eux un environnement qui leur permet d'être performants. Je pense qu'à partir de là, tout est réuni. Ensuite, le résultat est celui qui sera, puisqu'il y a beaucoup de monde dans le monde qui essaye d'aller chercher des médailles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un étagement dans nos athlètes, surtout au niveau de la Ligue, qui sont assez performants. On a des jeunes qui sont proches des Jeux Olympiques de Tokyo, mais qui surtout seront sûrement prêts pour 2024 à Paris. Et c'est très important. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout ce travail fait par la Ligue, par la Fédération, ça ne s'arrête pas en 2024, parce que derrière, on espère que l'athlétisme va continuer. Donc il y a aussi, je dirais, un héritage qu'il faut mettre en place pour l'après 2024, et ça va être important, et donc de profiter de toute cette dynamique, toute cette promotion qui va être faite autour des Jeux Olympiques, et bien sûr de l'athlétisme, puisque on sait qu'aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde, c'est là qu'on a le plus de public qui regarde de l'athlétisme. Donc c'est le sport numéro 1 des Jeux Olympiques. Donc à partir de là, à nous de faire en sorte que tout ça va bénéficier à nos athlètes, à notre athlétisme en général, parce que ça permet aussi, quand on parle d'athlétisme, quelle que soit la pratique, je l'ai dit tout à l'heure, on fait de l'athlétisme. Donc à partir de là, je pense que tout le monde sera gagnant. Et nous, on pourra dire qu'on a réussi à faire ce qu'il fallait dans notre mission de manager de l'athlétisme français et régional pour ce qui me concerne. Dominique Carlac, avec ces propos, quelles seraient les prochaines étapes de ces synergies entre le sport, particulièrement l'athlétisme et les entreprises? Alors, je vous pose cette question d'un point de vue du MEDEF, bien entendu, mais aussi d'un point de vue de l'Agence nationale du sport où vous êtes engagé. Alors, je vois trois choses. La première chose, c'est qu'il faut démontrer en sortie de pandémie ou pendant la pandémie ce lien ténu qu'il y a entre le sport et la santé. Je pense qu'on s'imposera et on imposera ce sujet, cette évidence du lien entre athlétisme et entreprise, entre sport et entreprise, quand on aura fait la démonstration scientifique qu'il y a un lien entre le sport et la santé. Et donc ça, pour ce qui concerne le MEDEF, nous allons lancer une étude avec Paris 2024 sur finalement qu'apporte le sport à la santé, mais à la santé à 360 degrés, que ce soit psychique, que ce soit physique et le bien-être en général. Donc ça, c'est ancrer finalement la démonstration scientifique. La deuxième chose, c'est avoir un observatoire, se dire si on se met dans la perspective de 2024, il faut pouvoir démontrer dans le temps, dans l'expérimentation, que ce que l'on disait scientifiquement se retrouve sur le terrain. Et donc un observatoire qui, pour ce qui concerne les entreprises, consiste à dire si j'introduis le sport dans l'entreprise, globalement, mes salariés vont mieux, mon entreprise va mieux. Et la dernière chose, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est faire du terrain, c'est faire de l'expérimentation terrain, du partenariat à portée d'entreprise, à portée de club, et se dire je prends une ligue qui est par exemple la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, qui pourra demain être la Ligue Bretagne, la Ligue Île-de-France, et j'ai un monde de l'entreprise et un monde de l'athlétisme qui veulent se rencontrer, qui veulent faire des choses ensemble, et j'expérimente. Donc c'est pas top-down, je vais pas partir du haut pour dire je vais faire une grande politique, on va partir du terrain, modestement, avec des ligues, des clubs motivés, avec des entreprises motivées sur la base du volontariat, et engager finalement ce double parcours qui est j'introduis le sport dans mon entreprise, et c'est la partie développement pour la Fédé, pour la Fédération d'athlétisme, et puis quelque part j'accueille du sportif de haut niveau, ça pour la partie haute performance, parce que finalement c'est une bonne solution de compétitivité et d'attractivité de mon entreprise. Donc voilà, mais à hauteur d'entreprise, à hauteur de territoire, parce que du point de vue national, ce sera peut-être plus compliqué. Alors il est déjà l'heure de l'antépénultième question. Laurent Berthet, êtes-vous prêt à essaimer cette dynamique dans d'autres régions? Et puis êtes-vous prêt peut-être à accompagner d'autres sociétés que vous connaissez et les guider dans cette expérience?
Alors la dynamique, elle est bien lancée et pas que sur la région Aura, j'ai aucun doute là-dessus, puisque comme je l'ai évoqué, beaucoup de fédérations du Crédit Mutuel sont déjà associées, partenaires d'autres ligues d'athlétisme, et elles y trouvent beaucoup de satisfaction. Donc je n'ai aucun doute sur la dynamique qui est lancée, sur le fait que l'on va continuer à innover et à apporter tout notre soutien. Je pense qu'on l'a fait encore une fois récemment avec l'appel à projet. C'était vraiment une manière de répondre et de créer quelque chose d'inédit. On va continuer. Vous pouvez être sûr et certain que c'est dans l'ADN du groupe d'être toujours présent aux côtés de ses partenaires. Nous sommes partenaires de l'athlétisme, donc je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez entendre parler de nous pendant encore quelques années. Merci. Alors Mélina, pour conclure sur un focus sur tes prochaines Olympiades, quand on connaît ton engagement, en dehors des pistes, mais aussi sur les pistes, qui est un exemple, voire un modèle même pour beaucoup de monde dans le milieu de l'athlétisme et dans le sport en général, est-ce que le rôle de porte-drapeau à Pékin serait une reconnaissance immense pour l'athlète que tu es? Est-ce que tu y penses déjà? Est-ce que tu sais où en est cette décision qui a été reculée? Et puis, une question peut-être délicate à répondre, mais est-ce que tu es intéressé? Parce qu'on le sait, on l'a entendu par d'autres porte-paroles, cette action dans les Jeux nécessite beaucoup d'investissement pendant les Jeux. Oui, forcément, c'est quelque chose qui me plairait et qui serait pour moi un honneur plus qu'immense, j'ai envie de dire, parce que c'est l'occasion de représenter l'ensemble des athlètes français. Donc forcément, c'est beaucoup d'honneur déjà que mon nom circule pour ce rôle-là, et c'est avec grand plaisir que je l'accepterai s'il m'est proposé. C'est sûr que ça sera une pression supplémentaire par rapport à tout ça. Mais voilà, je me prépare pour ça, je me prépare pour cette 6e Olympiade, ça se passe bien. J'ai la chance justement, un peu grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure, de pouvoir me préparer sereinement grâce à que ce soit à l'emploi réservé à l'INSEP que j'ai pu obtenir ou aux nouveaux partenaires qui m'ont rejoint. Donc je me prépare bien, et je pense que justement, un petit peu dans la dynamique de tout ce qu'on a dit ce soir, le fait de pouvoir être sereine par rapport à tout ça, ça me permet d'avoir une préparation qui est optimale, et malgré des conditions, on le sait, un petit peu compliquées, de pouvoir bien m'entraîner. Et pour revenir sur le rôle de porte-drapeau, forcément, moi je suis prête. Après, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On sait que de toute façon, ça va être différent de tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, même si j'ai le plaisir d'en vivre déjà pas mal. Quoi qu'il en soit, ça sera une belle fête, parce que les Jeux Olympiques, ça reste la plus belle compétition pour un athlète, et aussi la plus belle des médailles. En tout cas, c'est pour ça que je m'entraîne. Justement, c'était la dernière question de cette soirée, Mélina. On connaît ton engagement sportif. J'ai l'habitude de dire que tu n'es jamais aussi forte en compétition que lorsque tu es en compétition, en tout cas. Allez, pour l'anecdote, moi je dis souvent que lorsqu'elle rentre sur le plateau, Mélina, c'est une femme qui se transforme en lionne. Alors je ne sais pas si le fait d'être licenciée à Lyon a à voir quelque chose là-dedans, mais en tout cas, tu te surpasses lorsque tu rentres sur le plateau. Est-ce que cette médaille espérée pour toi ne serait pas une consécration si elle était en or, et si elle pouvait amener cette véritable consécration que tu attends pour toi, pour ton club, pour ton entourage et pour tous les partenaires qui te soutiennent aujourd'hui? Forcément, si je continue, c'est pour cette médaille d'or, parce que j'ai eu la chance, le plaisir d'avoir une médaille d'argent à Rio en 2016, et j'en suis ravie. Mais j'ai envie de dire que maintenant que j'ai goûté à ce podium olympique, j'ai plus du tout envie d'en descendre. Donc si je peux monter encore une marche, ça serait parfait, et voilà, ça serait une belle récompense, oui, pour moi, c'est sûr, mais surtout pour tous ceux qui sont à mes côtés depuis toutes ces années. Et je trouve que justement, ces médailles ont encore plus de valeur quand on peut les partager, et les émotions sont encore plus fortes de pouvoir vivre tout ça ensemble. On a souvent tendance à dire que l'athlétisme est un sport individuel, mais c'est un sport individuel qui se pratique en équipe, parce que j'ai la chance d'avoir autour de moi toute une équipe, et c'est grâce à eux aussi qu'on peut vivre toutes ces aventures, et qu'on peut passer les périodes de doute comme les périodes de réussite et de médaille.
Merci beaucoup, Mélina. Ainsi se termine cette soirée. Vous avez été vraiment très nombreux à nous suivre. On vous en remercie encore une fois. Nous remercions également toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer ce webinaire. Vous retrouverez, comme on vous l'a indiqué en début de webinaire, les réponses à vos questions dans quelques jours sur le site de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme. Un grand merci à la communauté de communes de l'Est lyonnais qui nous accueille dans ses locaux. Nos partenaires, Marque Événementiel et Jeudi 15 Films pour la mise à disposition de ce studio et la réalisation du direct. La direction de la communication de la FFA, bien entendu, pour son soutien également. Toutes les personnes qui ont pris part à ce webinaire, toutes celles qui ont préparé. J'aurai une petite pensée personnelle à notre ami Jérôme Villon qui n'a pu être là ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous.